Donc, salut à toi qui nous suit, qui est peut-être déjà saoulé de tous ces passifs vidéo chez Victoria, ou au contraire, qui est émerveillé par tout ce que tu as appris sur ce monde merveilleux de la production. J'en bafouille, c'est l'émotion. Donc on est toujours dans les locaux de Victoria, mais exactement dans le bureau du patron. Tu vois, on est monté d'un niveau là, tu vois. Un étage, pas un niveau, un étage. D'un étage, carrément. Donc on porte plus les masques parce que là on est à peu près à 6,50 m de distance l'un de l'autre, donc on n'a pas besoin. Et en fait, c'est juste une petite pastille, ou peut-être deux, trois, je sais pas, on va voir la longueur, pour vous expliquer notre relation un peu particulière avec Guillaume. Et surtout, lui, Guillaume, pourquoi sa vie, son œuvre, où est-il né avec... Non, on s'en fout de tout ça. Mais pourquoi Victoria Game Est-ce que d'ailleurs il n'y a pas une mutation qui s'est opérée? Quels sont ses marqueurs? Et c'est quoi le lien, tu sais, entre Friki et Victoria Game? Parce qu'on parle beaucoup de lui, mais pourquoi parle-t-on autant de lui? Hop, j'inverse la vidéo. Et paf. Et paf. Donc, Guillaume, salut. Bonjour. Alors, c'est 6 petits mètres 50, hein. Je vous ai dit qu'on était à 6 mètres 50, mais ils sont tout petits. Alors déjà que lui, il est pas grand. Enfin bref. Non, voilà. Ok, je vais essayer de pas trop bouger. Bonjour. Bonjour tout le monde. Qui est Victoria Game? C'était ça Moi, je crois que c'était un peu ça. Il y avait 38 questions, donc tu choisis celle qui Allez, t'intéresse. je m'appelle Guillaume, j'ai 40 ans bientôt. Il fait un peu plus vieux, non? Ouais, c'est vrai. Enfin, En ce moment, c'est le stress parce que je fais des productions pour toi, je suis stressé. Et, donc, bon, moi j'ai créé une société qui s'appelle Victoria Game, ou plutôt Juno d'ailleurs, qui est son vrai nom, de distribution de jeux de figurines parce que j'étais passionné de tout ça. Donc, une société d'import de produits que j'achetais aux États-Unis ou en Angleterre et que je revendais aux magasins en France. L'essentiel de notre activité, donc, c'était de la vente aux magasins français, magasins dits spécialisés, Core, LGS, enfin tous les noms des petites boutiques spécialisées. Et puis notre activité presque principale, au-delà de la vente, c'était de faire de la traduction. Et de Alors je pense que là, c'est le moment où je vais accélérer. Ça... Ok, c'est bon, j'ai tout dit en même temps. Bon, donc j'ai fait des jeux de figurines, et puis bon an, mal an, on a commencé à fabriquer des petites cartes pour nous. On apprend à fabriquer des livres pour nous, et puis on s'est intéressé à la fabrication, et puis ouais, là il y a des livres, tiens, c'est surtout là-bas, là-bas c'est que des livres de jeux de figurines, etc. Et donc tout ça pour dire qu'on a commencé C'est le bordel, le bureau du patron, hein, quand même. Ouais, mais Vous remarquerez. les mecs, ils veulent voir que des projets différents, donc j'ai tout foutre en l'air et puis ça va vite. Bon, alors donc, tout ça pour dire qu'on s'est lancé initialement dans la distribution, sur un projet qui nous a beaucoup plu, qui me tenait à cœur, puisque les jeux de figurines, c'est un peu l'histoire de ma vie. Et puis on a rencontré le monde de la fabrication. Les premières observations, c'est qu'au départ, il n'y a pas de fabrication en France. Très peu. Je dis pas, c'est tellement sporadique, il y a une belle usine. D'ailleurs qui est assez ancienne en France, mais sinon il n'y en a pas. Et il y en a un petit peu en Europe, mais très très peu, même si là ça commence un peu à grandir. Et donc tout ça pour dire que bon an mal an, pour fabriquer un jeu, c'est un petit peu opaque. C'est compliqué de trouver toutes les usines à un endroit, est-ce qu'il y en a beaucoup, etc. C'est assez, si on n'est pas du milieu, c'est compliqué. Et puis après, en fonction de l'usine que vous allez voir, vous allez avoir des usines spécialisées dans les cartes à jouer, des usines spécialisées dans les boîtes, des usines qui font les tokens, donc qui ne font pas, des usines qui font du plastique, qui font les figurines, d'autres qui font du bois. Bon. Et ça, c'est pas lié à la Chine, à tout ce qu'on veut, c'est lié au fait que c'est un marché qui est finalement pas si organisé. Je parle bien du marché, pas des usines. Donc moi je me suis intéressé à tout ça et j'avais une problématique avec mes figurines. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'en parler un petit peu, Pierre-Yves, c'est que je gérais 4500 références. Et sur les 4500 références, on avait des phases de cartes différentes, on gérait 8500 dossiers. C'était la folie, ça c'était pour une langue. Mais évidemment, quand on la traduisait, on avait celle en anglais. Donc finalement, on se retrouvait avec 20 000 fichiers. Et dans un fichier, il y avait des illustrations, il y avait des textes, il y avait des machins. Donc on s'est retrouvé très vite avec 3 Tera de données, sans vidéo, juste de fichiers à plat pour changer, etc. Donc un sacré paquet de bazar. Et tout ça pour dire que quand on était voir quelques usines, elles nous ont de fabrication type traditionnelle, elles nous ont dit on aimerait bien travailler avec vous, mais une production, si pour vous c'est 200, 500 petites cartes, ça ne nous intéresse pas. Oui, mais la production globale, c'est plein de palettes. Oui, mais plein de palettes multipliées par 5, par 10, par 100, par 200. Et donc on s'est rendu compte que le parc machine n'était pas adapté au marché. Et nous, on était un symbole. Oui, mais vous faites de la figurine. Oui, mais aujourd'hui, Friki 42 est un petit éditeur. Tout le monde n'est pas une grosse société à lancer 300 000 jeux sur le marché en mettant chez Carrefour à la Fnac.
Le point de départ, ça a été ça, de la figurine, des besoins sur de la micro-édition, de la micro-tirage, je disais édition, micro-impression, mais sur des quantités assez folles. Et puis quand on a commencé à trouver des solutions dans le numérique, en achetant une petite imprimante Xerox, en faisant des machins, et ben on a commencé à imprimer pour Privateur Press, qui était notre fournisseur. Et puis après, on a rentré un deuxième fournisseur qui s'appelait Mantic, et on a commencé à imprimer pour le deuxième fournisseur. Et donc, quand on a commencé à vendre à l'essentiel de nos différents fournisseurs, on s'est dit, tiens, c'est quand même intéressant, quoi. Un client qui vend ses fournisseurs. Et à un moment, il y a eu une bascule où on vendait plus qu'on achetait. Alors, les mauvaises langues pour en dire que c'est parce qu'on n'était pas très bon. Mais on était peut-être pas bon en vente, mais en tout cas, a priori, on n'était pas si mauvais en fabrication. Et donc, moi, je me suis intéressé à ça, je suis tombé un peu amoureux à ça. Il y a plusieurs sujets qui se sont mélangés. D'abord, c'était une notion de performance, d'ouvrir un marché, de rendre capable des impressions, des lancements possibles. La deuxième chose, c'est qu'on s'apercevait que quand on lançait 2 ou 3 000 boîtes et qu'on voulait en réimprimer, parce qu'on n'en avait plus dans les stocks, et ben en fait, c'était pas possible, il fallait réimprimer 2 ou 3 000 boîtes. Alors je vous prie de croire qu'à ce jeu-là, il y avait évidemment que ceux qui avaient beaucoup de capital, beaucoup de puissance de feu financière, qui pouvaient restocker, parce que sinon, on restockait plus un jeu. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, vous voyez des jeux de 1000 ou 2000 boîtes, qui sont en rupture, et qui arrivent 1 an ou 2 ans après, parce qu'il fallait retirer 1000 ou 2000 boîtes, et puis les entrepreneurs, qu'ils soient éditeurs, chefs d'entreprise ou distributeurs, ils savent pas s'il faut relancer. 2000 jeux, ça s'est vendu en 1 an, 2 ans. Est-ce qu'il faut racheter 2000, sachant que les 2000 premiers sont déjà passés, il va peut-être y en avoir pour 5 ans, ou peut-être qu'il y en aura même pour toute la vie, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être une perte sèche. Voilà. Moi, je suis intervenu là-dessus. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était de me dire d'abord, ça tourne pas rond, personne s'intéresse à l'industrie, déjà, moi, ça me gavait, parce qu'en fait, je pense qu'on vend d'abord un produit, avant de vendre du rêve, on vend un bout de papier, donc déjà, il faut être pragmatique. Et donc, en m'intéressant à tout ça, je me suis rendu compte que c'est un marché fermé, un marché où il n'y a plus de fabricants de papier en France, un marché où il n'y a plus de fabricants de carton en France. C'est pas totalement vrai, il y en a un ou deux de temps en temps, heureusement, on en a trouvé quelques-uns. On s'aperçoit que finalement, quand on creuse un peu, on a la possibilité de fabriquer en France, justement avec ceux qui restent, et puis aussi en filant un coup de main à ceux qui sont en train de grandir. Voilà. Donc ça, c'était chapitre 1, l'histoire de Guillaume et de Victoria. Bon. Oh, il y en a 18, prenez un oreiller et une bonne couette. Normalement, je vous endors dans 5 minutes. Donc, bon. La transition a été faite, les jeux de figurines, le marché s'effondrait, les marques en distribuaient, je sais pas si c'est nous, ou si c'est eux, ou si c'est un peu les deux, mais en tout cas, sur la fin, c'était très compliqué. Et puis, vous l'avez tous vu, dans les magasins, on n'achète plus les mêmes produits qu'il y a 10 ou 20 ans. Est-ce que c'est de la faute aux dominants, ou est-ce que c'est de la faute au marché ou aux réseaux sociaux? Bon, franchement, c'est pas le but de cette vidéo, ça c'est sûr. J'ai largement une idée sur la question. Mais en tous les cas, il y a une mutation du tissu économique. Et donc, nous, on a pris ce virage assez fou de devenir une usine en France. Une petite, on a commencé à balayer quelques machines, on en a d'autres qui arrivent. Et moi, j'ai pris le pari assez fou de dire, bon, ça fait 3 ans et demi, 4 ans maintenant que je traîne partout en Allemagne, en Italie, en Espagne, pour voir les différentes usines qui existent, comment on fabrique. Donc l'essentiel des machines pour fabriquer un jeu de société viennent un petit peu du milieu du monde du livre. Les livres, la bande dessinée. Bon, il y a des grandes différences, mais globalement ça vient de là. Et tout ça pour dire que la conclusion de tout ce machin-là, c'est que finalement, il n'y a pas de fabricant de machines en Europe parce qu'il n'y a pas d'usine en Europe, et que donc il faut aller en Chine pour aller acheter des machines là où il y a le savoir-faire. Donc moi j'ai fait le contraire, j'ai arrêté d'acheter les produits en Chine, puisque dans les figurines en plastique, etc., je vous prie de croire qu'il y en avait un sacré paquet, pour acheter des machines en Chine, les faire venir ici en France, et puis faire travailler les Français. Donc il n'y a pas de maquillage quand nous on dit qu'on fabrique en France, on achète des produits en France, quand on peut pas en Allemagne, en Hollande, en Espagne, pour les matières premières, parce que toutes les matières premières sont pas disponibles en France. Et puis on fabrique tout, de la feuille de papier toute vierge, au carton tout vierge, à de l'impression, du contre-collage, de la découpe. On fabrique tout ici. Donc c'est le projet un peu fou qu'on a pris, je précise largement avant le Covid, depuis 4 ans. Et c'est un peu le grand écart que j'ai mené pendant 3 ou 4 ans, d'essayer de survivre pour passer d'une activité à une autre, ce qui n'est pas forcément facile. C'est
très compliqué en fait. Mhm. Ce qui est très compliqué parce que c'est pas du tout les mêmes clés, c'est pas du tout les mêmes façons de travailler, que encore une fois le marché de l'industrie est très fermé. Hop, je reviens sur ma ganache. Ouais, histoire de te réveiller un peu là. Oh. Non, parce qu'il est très bavard. Le Guido a plein de qualités, notamment celle d'être prolixe et bavard et complet sur ses explications. Donc il peut éventuellement un peu t'endormir. Donc il fallait que je te réveille. Pour te résumer, en gros, le mec il faisait de la distribution de figurines et puis il s'est mis à faire de la fabrication parce que il y avait un trou et puis il y avait un truc qui l'embêtait, c'est qu'en France ça se faisait pas trop. Et donc il s'est dit tiens, si je faisais les choses moi-même en prenant des machines à droite, à gauche, enfin exactement en allant savamment choisir ces machines et monter l'outil de fabrication de A à Z. Voilà, je t'ai résumé en à peu près 49 secondes ce qu'il a dit en 9 minutes 50, mais je pense que c'était nécessaire pour te réveiller. Allez, la suite. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Donc voilà, l'enjeu, alors après on parle un peu d'écologie là-dedans. L'écologie, j'aime pas, ça fait un peu militantiste. On va parler de consommer de manière responsable. Ce que j'ai découvert en fait en rentrant là-dedans, c'est que en définitive, tout était calibré avec des grosses machines super industrielles, c'est-à-dire qui super consomment et qui super polluent. Et qu'en travaillant différemment, notamment avec des machines numériques, on était capable de moins gâcher. Alors c'est pas parfait, mais de moins gâcher et donc plus coller aux besoins de tous ces nouveaux marchés. Donc ça a été aussi un autre axe, c'est finalement au fur et à mesure que j'avançais, plus j'avançais dans l'industrie, plus on me demandait des trucs écolos. Alors j'essaie de distinguer, comme là on parle de responsable ou de militantisme écologique, parce que j'entends souvent des gens qui parlent d'écologie plus pour porter le petit drapeau bleu, blanc, rouge ou avec un peu de vert dessus et vendre. J'appelle ça du maquillage. Bon, pourquoi pas, c'est du marketing. Moi, ça me gave un peu, c'était pas dans cet esprit-là que je voulais aller. Moi, la démarche, c'était au départ de ramener un savoir-faire, d'essayer de faire au mieux pour que ça marche. Et puis, quand j'ai rencontré tout ça, mais je me suis dit, putain, le mieux, en fait, nous permettrait effectivement de faire moins voyager nos produits. Pour ceux qui ne savent pas, globalement, 20 000 km entre la France et la Chine. L'essentiel de toutes les matières premières chinoises viennent d'Europe. Ça veut dire qu'en fait, un jeu, il fait pas 20 000 km, il en fait 40 000. Sachant qu'après, ça dépend du bassin industriel dans lequel vous êtes, mais globalement, ils sont sur la côte, ils sont pas très loin. Ce que je veux juste dire, c'est que quand on fabrique une boîte avec chez nous, par exemple, le carton vient de 400 km, le papier vient de entre 500 et 800, puisqu'il y a un peu de papier espagnol pour la carte à jouer, je crois. Donc, il y a très peu de kilomètres, versus 40 000 qui partent de Chine, plus se souffle des bateaux, etc. Et donc, à un moment, on s'est dit, mais en fait, le bon sens, c'est ça, finalement, que ce soit chez nous ou chez quelqu'un d'autre. C'est un moment de se dire, ok, puisque j'ai le choix, je vais essayer de consommer des matières qui viennent de chez nous. Parce qu'attention, si vous achetez dans une usine européenne, ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter du papier européen. Donc, vous pouvez me poser la question, c'est intéressant. Certains vont y faire très attention, d'autres pas du tout. Et puis après, c'est aussi un petit peu presque politique, mais l'idée de se dire, c'est que tout le monde dit qu'il a un pote qui est au chômage et qui a des problèmes et que c'est dur en ce moment. Mais on est les premiers à vouloir acheter les jeux moins chers, à vouloir acheter blablabla, et les conséquences ou des tomates bien mûres dans une période qui n'existe pas, et que on est les premiers à participer à ce phénomène d'acheter ailleurs pour acheter moins cher et puis de mettre nos potes au chômage. Voilà. Donc moi, le but du jeu, c'est pas de faire la politique là-dessus, c'est juste de remettre un petit peu les deux pieds par terre et puis la tête en haut, et puis de consommer responsable, d'essayer de construire un business responsable. Je pense que les différences de performance entre la Chine et l'Europe, pour les 3/4... J'aime pas quand tu poses ton doigt sur Zombie SSC Club pour la Chine. Pardon, je recommence, mais j'ai pas de produit chinois ici. Peut-être le siège sur lequel tu es assis. Pardon, donc... je pense que la différence aujourd'hui de prix est d'abord une surmaîtrise de la part des Chinois de la fabrication. Ils ont des machines parfaitement adaptées pour tout. Ils ont le prix des matières, du papier, du carton, etc. est acheté très très bas. Et ils ont des machines pour tout qui leur permettent d'amalgamer. Amalgamer, ça veut dire fabriquer ensemble des projets pour rien perdre. Okay. Grosso modo, c'est des oufs de précision. Et là, vous noterez que le mec, il a parlé pendant 15 minutes, il n'a pas encore cité les Friki 42. Hein. Je garde le meilleur pour la fin. Toi, pour les 2 dernières minutes. Qui sont ceux qui nous ont donné notre chance, messieurs? Attends. Fierté. Et la société.
C'est effectivement The Freaky 42. Nous, on s'est rencontrés au cours d'une petite convention, une fois, deux fois, trois fois. Ouais. Et puis, on a décidé, tu as lancé ce projet, toi, en financement participatif. J'ai gardé celui-là, parce que ça, c'est un original. Ça. Collector. T'as les collecteurs, il met de la poussière. Ouais. Et ça, c'est un vrai collector. La petite histoire, c'est que tu as été le premier à nous faire confiance, puisque à l'époque, on imprimait beaucoup de cartes, mais on faisait pas de boîtes. Et on a fait toutes nos boîtes à la main. Oui. Tu te rappelles? Oui, oui. Donc on découpait les petits morceaux une boîte, vous savez, c'est une carcasse comme ça. Bah, nous on découpait les morceaux de carton, on les assemblait dans des adhésifs, les étiquettes ultra collantes, machin. Bon, on a fait nos premiers pas et il faut toujours quelqu'un à un moment qui fasse le premier pas. Et d'ailleurs, je te remercie parce que tout le monde veut que ça change, mais personne fait les premières actions. Et si on veut que ça bouge, et ben voilà, c'est ce qu'on a fait nous deux ensemble. Donc on a fait une première livraison, un premier jeu avec ces belles choses et puis nous, les arrière-coulisses, on a un peu souffert. Bon, après on a eu une version qui a un petit peu évolué, la version magasin aujourd'hui, qui pourra peut-être encore bouger, mais en tout cas sur des standards beaucoup plus traditionnels. Ensemble, bah, donc comme ça a bien fonctionné, bah, tu m'as confié un deuxième projet, celui-là. Alors là, celui-là, boîte plus grande, beaucoup plus de matériel, donc beaucoup d'enjeux en même temps, avec l'intégration de bois. Le bois, c'était pas nous, on s'est contenté de faire le papier et le carton. Et puis après, un troisième petit projet, sur un jeu de tarot magnifiquement illustré par notre ami Zariel. Et puis des petites techniques assez chouettes, puisque c'était revenu, parce que t'as trouvé ça mignon. Au départ, vous étiez pas sûr. Le vernis, il y est. Ouais, il y est. Vernis sélectif 3D. Donc toujours sur des techniques numériques. Le 3D veut dire qu'on peut monter un peu en hauteur, et quand on met ses doigts dessus, on a un peu comme du braille. Là, c'était le truc un peu sympa. Bon, voilà. Et puis bientôt, on va fabriquer pour vous Garo relou. Garo relou. Voilà, donc des petits jeux, des petites cartes, des petites boîtes. Bon, donc c'est ça notre rencontre. Notre rencontre, finalement, c'est un petit éditeur qui rencontre un petit fabricant, et puis on grandit ensemble. Et voilà, moi je suis dans ce travail. Alors, pour une petite note en passant, pour nous, petit éditeur, c'est quand même extrêmement confortable de bosser avec Guillaume. Même si vous en avez d'autres dans votre camp, pourquoi pas. Hein, nous, on aime bien Guillaume, donc bien sûr, on parle de Guillaume. Maintenant, voilà, faites bien ce que vous voulez. Parce que pour le coup, pour des tirages de prototypes, comme il tire en numérique, il n'y a pas forcément de contrainte de volume. À partir du moment où on sait qu'on va bosser ensemble, il est capable de nous tirer les prototypes en petite quantité. Je dis pas de bêtises, hein, sans que ça mette en péril la demeure, tu vois, parce qu'il tire en numérique. Donc pour les protos, c'est quand même hyper confortable, quoi. Et puis accessoirement, le bonhomme, de temps en temps, il est sympathique. Bon, continue. Bon, alors après, après c'est vrai qu'on essaye au départ, l'ADN assez simple, c'est de se dire finalement il y a une place sur les bébés tirages, sur les petites productions, on fait du numérique. Pas que, je précise bien, on fait aujourd'hui beaucoup d'offset. On n'a pas une imprimante offset, ça vaut 3 millions. Il y a beaucoup d'imprimeurs qui cherchent du travail, donc on travaille avec 2 super imprimeurs en fonction des formats. On a fait une petite vidéo là-dessus, en fonction des spécificités en fait. Donc en fait, on n'a pas besoin davantage. On a les 3 techniques d'impression, et donc on sait s'adapter. Je crois qu'aujourd'hui... Attends, 3 techniques d'impression. Pour moi, il y a avec du numérique et de l'offset. Oui, pardon, les 3 formats d'impression. D'accord, 3 formats. Ouvrent 3 façons de fabriquer un jeu. D'accord. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est en train de s'équiper avec des machines en automatique pour fabriquer des boîtes de jeux, pour fabriquer des tokens. Ouais, je crois que c'est le dernier créneau sur lequel tu n'es pas autonome. Hein, je suis pas autonome parce qu'il est bloqué dans le conteneur depuis un petit bout de temps. Bon, là, je sais que maintenant, nos machines voguent. C'est déjà bien, parce qu'avant, elles étaient à l'arrêt. Pour être complet et exact, tu étais autonome parce que là, la fabrication des boîtes, je m'en souviens bien, c'est toi qui te les ai fadées. Maintenant, de façon automatique, tu n'es pas autonome. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour découper des cartes ou découper des boîtes, j'ai un imprimeur qui me loue, entre guillemets, son espace de travail. Je réserve des créneaux et je vais venir fabriquer moi-même, découper moi-même l'ensemble des produits. Lorsque les productions sont trop techniques, trop grandes, ou que le parc machine est différent, je vais sous-traiter directement. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre et mesurer, c'est que, d'ailleurs, ce que j'essaie d'expliquer parfois à des
à des petites sociétés, des fois des plus grosses aussi. C'est quand quelqu'un me dit, bah, faites-moi un devis pour 50, pour 200, pour 1000, et puis pour 5000, et puis pour 10 000. C'est qu'en fait, pour lui, il faut donner trois prix. C'est-à-dire, je commence à 10 balles et puis je finis à 2. En pratique, c'est pas ça. En pratique, c'est que je dois faire une étude avec un parc machine numérique au départ, ensuite avec un parc industriel et ensuite avec un parc industriel, on va dire optimisé. Et donc, ça veut dire que en pratique, c'est comme si je faisais trois devis et avec généralement trois usines ou des machines différentes. Donc, c'est pas du tout pareil en fait. C'est pas le même métier. Voilà. Donc, nous, on essaie de se placer là-dessus. On va recevoir des machines. Et moi, je veux être aussi fort dans ce que j'ai moi-même en autonomie ici. Je me suis entouré de gros industriels français pour faire des gros tirages. Un gros tirage pour eux, c'est 500 000, 800 000 boîtes. C'est ça un gros tirage. Donc, quand nous, on a la prétention de se dire on va tirer à 50 000 ou à 100 000, c'est gros. Il faut savoir que dans l'industrie lourde, c'est même pas gros. Voilà. Des machines automatiques, j'ai pour coutume de dire qu'une machine, globalement, ça va à 1000-1500 à l'heure, peu importe laquelle. Si on n'est pas en manuel, une machine automatique avec un bras, ou même pour l'impression du reste. Voilà. Donc voilà, donc notre chemin, c'est ça. C'est d'aller vers de l'industrie, mais avec cette expertise, effectivement, c'est ce qui nous rend sympathique ou ce qui nous rend un peu embêtant des fois, parce qu'on n'a pas la bonne réactivité, pas toujours, on s'améliore, mais pas toujours. C'est aussi d'apporter du conseil sur le choix des matériaux, sur la taille de la boîte, en fonction du prix, en fonction de ce qu'on va mettre dedans. On n'est pas un industriel à recevoir un appel d'offres, on enchaîne à reverser, et puis d'abord on n'a pas la capacité, et puis alors, on a encore moins la volonté, et puis en fait quand on met tout ça, on n'y va pas. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, on sait accompagner des gens comme vous, bien sûr, et d'autres, pour vous donner des délais, pour vous donner des prix, pour vous donner des explications. Pourquoi une cale, c'est mieux à gauche, à droite, pourquoi c'est pas possible, comme ci, comme ça, quel poids, etc. Moi, j'essaie en tous les cas de partager. Je me dis que plus on éduque nos clients, en tout cas on transmet nos savoir-faire et nos compétences, plus vous venez avec des produits finis, mieux on travaille et plus on évite les écueils et donc on cultive les bonnes expériences. Voilà. Ok. Bah, merci pour ce petit tour de popote. Alors, on va peut-être refaire une autre vidéo sur ta relation profonde avec Friki, le pourquoi du comment et comment cette chose s'est transformée. On verra, on verra. En tout cas, hop, j'ai repassé. Merci Guitou. Ciao, ciao. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a intéressé. Il y a des choses quand même qui sont un peu malignes dans ce qui est dit. Et en tout cas, ça vous apporte un éclairage peut-être différent, peut-être que vous n'aviez pas, ou vous l'aviez déjà, bon, ok, sur la production en France, sur la production de jeux en France. Et voilà, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bye bye, hein, un truc comme ça. Ciao.